Le lecteur attentif a pu retenir de mon rapport une énumération d'objets, de situations, de faits, à tout le moins surprenants. Le dernier est l'apparition des actuels habitants de la colline. Peut-on établir une relation entre ces personnes et celles qui vécurent ici en 1924 ? Faut-il voir dans les touristes d'aujourd'hui les constructeurs du musée, de la chapelle, de la piscine ? Je ne me résous pas à croire que l'une de ces personnes ait interrompu une fois d'écouter T42 ou Valencia pour établir le projet de cette demeure infestée d'échos sans doute, mais à l'épreuve des bombes. Dans les rochers, tous les soirs, une femme contemple le coucher du soleil. Elle a un foulard versicolore noué autour de la tête. Ses mains jointes en serrant un genou. Des soleils antérieurs à sa naissance ont dû dorer sa peau. Par les yeux, le cheveu noir, le buste, elle ressemble à une de ces bohémiennes ou de ces espagnoles des plus détestables peintures. J'augmente en ponctualité les pages de ce journal, au détriment de celles qui me feraient pardonner les années où mon ombre a demeuré sur la terre, défense devant les survivants et éloge de Malthus. Cependant, ce que j'écris aujourd'hui vaut comme une précaution. Je ne changerai rien de ces lignes. Malgré la faiblesse de mes convictions, il faut que je m'arrange avec mes connaissances actuelles. Ma sécurité exige que je renonce indéfiniment à aucune aide d'autrui. Je n'espère rien. Cela n'a rien d'horrible. Après m'y être résolu, j'ai recouvré ma tranquillité. Mais cette femme m'a donné un espoir. Je dois craindre les espoirs. Chaque soir, elle contemple la tombée du jour. Moi, caché, je reste à la regarder. Hier, et de nouveau aujourd'hui, j'ai découvert que mes jours et mes nuits s'écoulaient dans l'attente de cette heure. La femme, avec sa sensualité de gitane, son foulard bigarré un peu trop grand, me paraît ridicule. Cependant, je sens, peut-être un peu par jeu, que si je pouvais être un instant regardé par elle, si elle m'adressait un instant la parole, afflueraient tout à la fois les secours que trouve l'homme en ses amis, sa fiancée et en ceux qui sont de son sang. Mon espoir est peut-être dû à ces pêcheurs et à ce joueur de tennis barbu. Je me suis aujourd'hui irrité de la rencontrer avec cette espèce de faux tennisman. Je ne suis pas jaloux, mais hier non plus, je ne l'ai pas vu. Je me dirigeais vers les rochers lorsque ces pêcheurs m'ont empêché de continuer. Ils ne m'ont rien dit. J'ai fui avant d'être vu. J'ai essayé de les éviter en passant par le haut. Impossible, il y avait là des amis qui les regardaient pêcher. Lorsque je fus de retour, le soleil s'était déjà couché. Les rochers demeurèrent les seuls témoins de la nuit. Peut-être préparais-je une sottise irrémédiable. Peut-être cette femme, attiédie par les soleils vespéraux, me livrerait-elle à la police. Je la calomnie, mais je n'oublie pas la menace de la loi. Ceux qui prononcent la condamnation, qui fixent le temps de votre peine, imposent des interdictions, qui vous raccrochent encore plus furieusement encore à votre liberté. Et voilà qu'à présent, envahi de saleté, de cheveux et d'une barbe que je ne puis extirper, quelque peu vieillie, je caresse l'espoir de la proximité bienfaisante de cette femme, indubitablement belle. J'ai confiance que, pour moi, la difficulté la plus grande sera instantanée, triompher de la première impression. Cette image trompeuse de moi-même ne l'emportera pas sur moi. En 15 jours, j'ai vu 3 grandes inondations. Hier, j'ai eu la chance de ne pas mourir noyé.
L'eau a failli me surprendre. Me fiant aux marques de l'arbre, j'avais calculé la marée pour aujourd'hui. Si j'avais encore dormi à l'aube, j'étais mort. L'eau montait très rapidement, avec cette décision qu'elle montre une fois par semaine. Si grande est ma négligence que je ne sais plus maintenant à quoi attribuer ces surprises, à des erreurs de calcul ou à une altération passagère dans la régularité des grandes marées. Si les marées ont changé leurs habitudes, la vie sur ces basses terres deviendra plus précaire encore. Je m'en accommoderai, cependant. J'ai survécu à tant d'adversités. J'ai vécu bien longtemps malade, perclus de douleur, fiévreux, très occupé à ne pas mourir de faim et sans pouvoir écrire, avec cette chère indignation que je dois aux hommes. À mon arrivée, j'ai trouvé quelques provisions dans le garde-manger du musée. Dans un four classique et surchauffé, avec de la farine, du sel et de l'eau, j'ai préparé un pain immangeable. Bientôt, je mangeais la farine en poudre à même le sac, à grand renfort de gorgées d'eau. J'ai tout épuisé, jusqu'à quelques conserves de langue d'agneau avariées, jusqu'aux allumettes, à la consommation de 3 par jour. Combien plus évolués que nous furent les inventeurs du feu. J'ai travaillé péniblement des jours et des jours à la fabrication d'un piège. Quand il a fonctionné, j'ai pu manger des oiseaux sanglants et douceâtres. J'ai suivi la tradition des solitaires. J'ai mangé aussi des racines. La douleur, une lividité humide et terrifiante, des états cataleptiques qui ne m'ont laissé aucun souvenir et d'inoubliables cauchemars d'épouvante m'ont permis de reconnaître les plantes les plus vénéneuses. Je suis dans la... Note des éditeurs. Il a certainement vécu sous des arbres qui étaient chargés de noix de coco. Cependant, il n'en parle pas. Il est possible qu'il ne les ait pas vus, ou bien que les arbres étaient attaqués par la peste en question et ne donnaient pas de fruits. Je suis dans la gêne. Je n'ai pas d'outils. La région est malsaine, hostile. Pourtant, il y a quelques mois, ma vie actuelle m'aurait paru un inimaginable paradis. Les marées quotidiennes ne sont ni dangereuses, ni ponctuelles. Parfois, elles soulèvent des branchages recouverts de feuilles sous lesquelles je m'étends pour dormir, et l'aube me surprend dans une mer imprégnée de l'eau bourbeuse des marécages. Il me reste l'après-midi pour la chasse. Le matin, je suis dans l'eau jusqu'à la ceinture. Les mouvements vous pèsent comme si la partie immergée du corps était beaucoup plus grande. En revanche, il y a moins de gros lézards et de vipères. Les moustiques vous harcèlent toute la journée, toute l'année. Les outils sont dans le musée. Je voudrais avoir assez de courage pour entreprendre une expédition et les récupérer. Peut-être n'est-ce pas indispensable. Ces gens s'en iront. Peut-être ai-je eu des hallucinations. Le canot est resté hors d'atteinte, sur la plage de l'Est. Ce que j'ai perdu là est peu de chose, savoir que je ne suis pas prisonnier, que je puis quitter cette île. Mais la chose est-elle vraiment possible ? Je sais quel enfer enserre ce canot. Je suis venu de Rabaul jusqu'ici. Je n'avais pas d'eau à boire, pas de chapeau. À la rame, la mer est interminable. L'insolation, la fatigue étaient plus fortes que mon corps. Elles m'infligèrent une maladie dévorante et des rêves qui n'en finissaient plus. Ma chance, à présent, est de savoir reconnaître les racines comestibles. J'ai réussi à ordonner si bien ma vie que je fais tous les travaux et qu'il me reste encore un peu de temps pour me reposer.
Dans cet ample rythme de vie, je me sens libre, heureux. Hier, je me suis mis en retard. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de travailler. Et pourtant, il est resté du travail pour demain. Lorsqu'il y a tant à faire, la femme des couchers de soleil ne m'empêche pas de dormir. Hier matin, la mer a envahi les basses terres. Je n'avais jamais vu une marée de cette ampleur. Elle montait encore lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Ici, les pluies sont rares, extrêmement violentes, accompagnées d'ouragans. Il me fallut chercher un abri. Luttant contre la pente glissante, la violence de la pluie, le vent et les branches, je gravis la colline. J'eus l'idée de me cacher dans la chapelle, le lieu le plus solitaire de l'île. Je me trouvais dans les pièces réservées aux prêtres pour y déjeuner et changer de vêtements, et je n'ai remarqué ni curé ni pasteur parmi les occupants du musée, lorsque tout à coup, il y eut là 2 personnes, soudain présentes, comme si elles n'étaient pas arrivées, comme si elles étaient apparues spontanément dans le champ de ma vision ou dans mon imagination. Je me cachais, indécis, maladroit, sous l'autel, entre les vêtements de soie chatoyants bordés de dentelle. Ces gens ne m'ont pas vu. J'en suis encore tout étonné. Je suis resté un moment immobile, accroupi, dans une position incommode, aux aguets, entre les rideaux de soie qui se trouvent au bas de l'autel principal, désireux d'éviter une autre apparition inattendue, attentif au bruit de la tourmente, observant les sombres montagnes des fourmilières, les mouvants chemins des pâles et grosses fourmis, les dalles branlantes. Je tendais l'oreille aux gouttes tombant du mur et du plafond, à l'eau frémissant dans les gouttières, à la pluie sur le sentier tout proche, aux coups de tonnerre, au bruit confus de la bourrasque des arbres, de la mer déferlant sur la plage, au craquement des poutres toutes proches, cherchant à isoler les pas ou la voix de quiconque se serait avancé vers mon refuge. Parmi les bruits, je commençais d'entendre les fragments d'une mélodie courte, très lointaine. Puis je ne l'entendis plus. Et je pensais qu'elle avait été comme l'une de ces figures qui, selon Léonard, apparaissent quand nous regardons longtemps des taches d'humidité. La musique reprit, et je demeurai crispé, les yeux embués, d'abord sous le charme de l'harmonie, puis bientôt tout à fait effrayé. Au bout d'un moment, je m'approchai de la fenêtre. L'eau, blanche et mate sur la vitre, tombait si drue que l'air en était comme obscurci et que l'on ne pouvait presque rien voir au dehors. Si grande fut ma surprise qu'il m'importe peu de me montrer par la porte ouverte. Ici vivent les héros du snobisme, à moins que je n'aie affaire aux pensionnaires d'un asile d'aliénés abandonnés. Sans spectateurs, ou bien suis-je le public prévu depuis le début pour se rendre originaux, ils dépassent les bornes de l'incommodité supportable, ils défient la mort. Ce que je rapporte ici est la vérité, ce n'est pas une invention de ma rancune. Ils ont sorti le phonographe qui se trouve dans la chambre verte, contiguë au salon de l'aquarium, et, femmes et hommes, assis sur des bancs ou sur l'herbe, ils ont passé le temps à converser, écouter la musique et danser au milieu d'une tempête d'eau et d'un vent qui menaçait de déraciner tous les arbres.
La femme au foulard m'est devenue maintenant indispensable. Toute cette hygiène de ne rien espérer est peut-être un peu ridicule. Ne rien espérer de la vie pour ne pas la risquer, se considérer comme mort pour ne pas mourir, cela m'est apparu soudain comme une léthargie effrayante et très inquiétante. Je veux y mettre un terme. Après ma fuite, pour avoir vécu sans tenir compte d'une lassitude qui me détruisait, j'ai atteint au calme. Les décisions que je vais prendre me renverront peut-être à tout se passer ou au juge. Je préfère cela à ce purgatoire définitif. Il a commencé il y a 8 jours. J'ai rapporté alors le miracle de l'apparition de ces gens. Le soir même, je tremblais auprès des rochers de l'Ouest. Je me disais que tout était vulgaire, le type bohémien de la femme et mon propre amour de solitaire recuit. Je revins les 2 soirs suivants. La femme s'y trouvait. Je commençais à penser que c'était bien là l'unique miracle. Puis vinrent les jours funestes où je la manquais, par la faute des pêcheurs, du barbu, de l'inondation, des dégâts de l'inondation qu'il me fallut réparer. Aujourd'hui, dans l'après-midi, je suis très inquiet, mais plus encore mécontent de moi. Je dois m'attendre maintenant à voir arriver les intrus d'un moment à l'autre. S'ils tardent, malum signum, ils viennent me saisir. Je cacherai ce journal, je préparerai une explication et je les attendrai non loin du canot, décidés à lutter, à fuir. Cependant, je ne me préoccupe pas des dangers. Je suis très mécontent. J'ai commis des négligences qui peuvent me priver de la femme pour toujours. Après m'être baigné, à la fois plus propre et plus hirsute pour avoir mouillé mes cheveux et ma barbe, je m'en fus la voir. J'avais tracé ce plan, l'attendre dans les rochers. La femme, à son arrivée, me trouverait absorbé dans la contemplation du coucher de soleil. La surprise, la crainte probable, auraient eu le temps de se transformer en curiosité. La commune ferveur pour la tombée du jour jouerait de façon favorable. Elle me demanderait qui je suis, nous deviendrions des amis. Et je suis arrivé très en retard. Mon manque de ponctualité m'exaspère. Quand je pense que dans cette cour de tous les vices, dénommée le monde civilisé à Caracas, ce fut un pénible ornement de ma personne, une de mes caractéristiques les plus originales. Et j'ai tout gâché. Elle contemplait le soir, lorsque j'ai tout à coup surgi de derrière les rochers. En apparaissant ainsi, au-dessous d'elle avec ma barbe hirsute, j'ai dû lui faire encore plus peur. Les intrus doivent venir d'un moment à l'autre, et je n'ai préparé aucune explication. Je ne les crains plus. Cette femme est autre chose qu'une fausse gitane. Son courage m'effraie. Rien ne trahit qu'elle m'avait vu, ni un battement de paupières, ni le moindre sursaut. Le soleil était encore au-dessus de l'horizon. Non pas le soleil, l'apparence du soleil. C'était cet instant où il s'est déjà couché ou bien va se coucher, et alors qu'on le voit là où il n'est pas. J'avais escaladé les rochers en hâte, et je la vis. Le foulard de couleur, les mains croisées sur un genou, ce regard qui recule les limites du monde. Ma respiration se fit irrépressible. Les rochers, la mer paraissaient trembler. Pensant à cela, j'entendis la mer, avec sa rumeur de mouvement et de fatigue, là, toute proche, comme si elle était venue se mettre à mon côté. Je me tranquillisai un peu. Il n'était guère probable que l'on entendît ma respiration. Alors, pour retarder le moment de lui parler, je découvris une vieille loi psychologique. Il me fallait m'adresser à elle d'un lieu élevé, qui me permettrait de la regarder d'en haut.
Cette position supérieure compenserait en partie mes infériorités. Je gravis d'autres rochers. L'effort aggrava mon état, et aussi la hâte. Je m'étais imposé de lui parler aujourd'hui même. Si je ne voulais pas accroître sa méfiance, en raison d'un lieu si solitaire de l'obscurité, je n'avais pas une minute à perdre. La vision que j'avais d'elle, comme si elle avait posé pour un invisible photographe, il émanait d'elle le calme même du soir, mais plus immense encore. Et j'allais le rompre. Dire quelque chose était une entreprise alarmante. J'ignorais si elle avait une voix. Je l'observais de ma cachette. J'eus peur qu'elle ne me surprenne en train de l'épier. Je me montrais avec trop de brusquerie peut-être. Cependant, la paix de son sein ne fut pas troublée. Son regard passait à travers moi, comme si j'avais été invisible. Je ne m'y arrêtai pas. « Mademoiselle, je vous prie, écoutez-moi » dis-je avec l'espoir qu'elle n'accéderait pas à ma prière, car j'étais si ému que j'avais oublié ce que je devais lui dire. Il me parut que le mot « mademoiselle » sonnait dans cette île de façon ridicule. En outre, la phrase était par trop impérative, combinée avec l'apparition subite, l'heure, la solitude. Et j'insistais. Je comprends que vous ne daignez pas... Je ne puis me rappeler avec précision ce que j'ai dit. J'étais presque inconscient. Je lui parlais à voix mesurée et basse, dans une attitude qui suggérait des obscénités. Je retombais sur le « mademoiselle ». Je renonçais aux paroles. Et je me mis à regarder le couchant, espérant que la contemplation partagée de ce calme nous rapprocherait. Je recommençai à parler. L'effort que je faisais pour me dominer étouffait ma voix, augmentait l'obscénité du ton. D'autres minutes de silence passèrent. J'insistais, j'implorais à en être repoussant. Pour finir, je sombrais dans le plus complet ridicule. Tremblant, hurlant presque, je la suppliais de m'insulter, de me dénoncer à ses compagnons, mais de ne pas garder le silence. Ce ne fut point comme si elle ne m'avait pas entendu, comme si elle ne m'avait pas vu. Ce fut comme si ses oreilles ne lui servaient pas à entendre, comme si ses yeux ne lui servaient pas à voir. D'une certaine façon, elle m'insulta. Elle montra qu'elle ne me craignait pas. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle ramassa son sac à ouvrage et s'achemina sans hâte vers le sommet de la colline. Les hommes ne sont pas encore venus me chercher. Peut-être ne viendront-ils pas cette nuit. Peut-être cette femme est-elle en toute chose si étonnante qu'elle ne leur a pas rapporté mon apparition. La nuit est noire. Je connais bien l'île. Je ne crains pas une armée si elle me cherche la nuit. Une fois de plus, ça a été comme si elle ne m'avait pas vu. Je n'ai commis d'autre erreur que celle de garder le silence, moi aussi. Lorsque la femme est arrivée au rocher, je regardais le couchant. Elle est demeurée immobile, cherchant un endroit pour étendre sa couverture, puis elle a marché vers moi. Je n'aurais eu qu'à étendre le bras pour la toucher. Cette possibilité m'a fait frémir de terreur, comme si j'avais été en danger de toucher un fantôme. Il y avait quelque chose d'effrayant dans sa manière d'ignorer ma présence. Cependant, en s'asseyant à mes côtés, elle me provoquait et d'une certaine manière mettait fin à cet éloignement. Elle sortit du sac un livre et se mit à lire. Je profitais de la trêve pour recouvrer ma sérénité. Puis,
Lorsque je la vis abandonner son livre, lever les yeux, je pensais, elle se prépare à m'adresser la parole. Cela ne se produisit pas. Le silence s'épaississait, inéluctable. Je compris combien j'avais tort de ne pas le rompre. Pourtant, sans obstination, sans motif, je demeurais silencieux. Aucun de ses compagnons n'est venu me chercher. Peut-être ne leur a-t-elle point parlé de moi. Peut-être ma connaissance de l'île les inquiétait-elle, ce qui expliquerait que la femme revienne chaque jour simulant un intérêt amoureux. Je me tiens sur mes gardes. Je suis prêt à déjouer la conspiration du silence la plus persévérante. J'ai découvert en moi une propension à ne prévoir que le pire. Elle a pris naissance ces 3 ou 4 dernières années. Elle ne considère pas chaque cas particulier, elle est importune. Le fait que cette femme revient, la proximité qu'elle rechercha ce soir-là, tout semble m'indiquer un changement si heureux que j'ose à peine l'imaginer. J'en oublie presque ma barbe, mes années, la police qui m'a tant persécuté, et qui continue sans doute, comme une malédiction efficace, à me poursuivre. Je ne dois point me bercer d'espoir. Au moment où je viens d'écrire cela, une idée me vient qui est un espoir. Je ne crois pas avoir insulté cette femme, mais peut-être serait-il adroit d'agir comme si cela était. Que fait un homme en ces occasions ? Il envoie des fleurs. C'est un projet ridicule, mais ces fadeurs elles-mêmes, quand elles témoignent de l'humilité, jouissent d'un entier empire sur le cœur. Il y a beaucoup de fleurs dans cette île. À mon arrivée, il restait quelques massifs autour de la piscine et du musée. Certainement, je pourrais planter un jardinet dans la prairie qui borde les rochers. Peut-être la nature nous aide-t-elle à gagner l'intimité d'une femme. Peut-être pourrais-je en finir avec le silence et la ruse. Ce sera là mon ultime recours poétique. Je n'ai pas, jusqu'ici, combiné les couleurs. Je n'entends presque rien à la peinture. J'ai cependant confiance de pouvoir faire un travail modeste qui dénotera du goût pour le jardinage.